Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve avec Juan. Merci Juan de rejoindre cette chaîne pour cette première interview totalement exclusive, puisque je crois que je t'ai jamais vu dans une autre interview ailleurs. Donc bienvenue, j'espère que tu vas bien. Merci. Salut Axel, merci de m'avoir invité. En effet, je n'ai jamais encore fait d'interview avec, d'autres, youtubeurs, donc c'est une première, voilà. Ok, Tu m'as en bon, on a exclusivité. l'exclusivité. C'est trop bien. Donc, est-ce que c'est possible voilà, de te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, expliquer un petit peu ce que toi tu fais aujourd'hui comme métier? D'accord. Moi, c'est Juan, j'ai 32 ans aujourd'hui et depuis plus de 3 ans maintenant, je suis sur YouTube et je partage, voilà, mes investissements, principalement autour de la bourse. Je parle de finances personnelles, je parle un petit peu d'immobilier aussi, je partage aussi mes investissements, de ce côté-là et voilà. J'avais décidé de lancer ma chaîne YouTube, comme un hobby, il y a un peu plus de 3 ans et en fait, c'est devenu, mon métier à temps plein aujourd'hui, donc aujourd'hui, je vis de ça. Je Trop je bien. suis à En fait, 100 donc sur ta chaîne YouTube et s'appelle Juan 123, c'est ça? c'est ça, c'est le petit jeu de mots en anglais, one, two, three. C'est ça, OK, et investir en donc du coup, bourse. ta chaîne, tu l'as depuis, tu m'as dit, ouais, 2-3 ans? C'est ça, 3 ans, je l'ai lancé, c'était en avril 2020, donc un peu plus de OK, 3 ans maintenant. et donc depuis, dès le lancement, en fait, tu as commencé à en vivre et donc depuis, c'est une activité à temps plein? C'est ton métier finalement maintenant? Alors pas dès le lancement, j'ai galéré, je passais, Mmh. mon temps à faire des vidéos. Je créais à l'époque, 2 vidéos par semaine et il m'a fallu 6 mois avant de toucher le premier euro de monétisation, donc ça a OK, mis du temps. Mais quand j'ai vu que c'était possible de gagner sa vie avec, YouTube, ouais, là, je me suis, mis à full time et c'est aujourd'hui, 3 ans plus tard, toujours, voilà, c'est devenu mon travail, on va dire. trop bien, et donc toi, ta chaîne, ton focus principal, ça reste quand même la bourse, sur, tes sujets de prédilection. Quel a été ton parcours qui t'a amené à parler de la bourse? Est-ce que tu as travaillé dans ce domaine ou est-ce que c'est purement en autodidacte? Qu'est-ce qui t'a amené justement à ce sujet, sur YouTube? Purement autodidacte, il faut savoir qu'à l'époque, même aujourd'hui, on va trouver, énormément de contenu, sur les réseaux sociaux concernant la bourse, les finances personnelles, mais si on retourne en 2019-2020, il y avait très, très peu de contenu là-dessus et comme je suis un investisseur, voilà, on va dire un investisseur Covid, comme beaucoup d'autres, créateurs de contenu. Comme il y avait très peu de contenu à l'époque, en français, je me suis dit: voilà, j'ai commencé à investir en bourse. J'ai envie de partager parce que, on trouve que très peu de contenu, de vidéos YouTube qui expliquent ce que sont les ETF, ce qu'est réellement l'investissement en bourse et je me suis dit: «Tu sais quoi? Fais des vidéos, parle, de tes premières actions, Disney, Coca et cetera». Parce que je consommais énormément de contenu, en anglais, principalement des américains et je me suis dit: «On va essayer de voilà, d'amener ça du côté, francophone» et c'est, voilà, je pense que j'étais un des premiers, on va dire, youtubeurs, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, à faire des vidéos sur, la bourse, partager mon portefeuille. Ouais, les finances, Et je crois aujourd'hui, qu'à l'époque, ouais, il y a 3 ans, il y avait pas grand monde. Là, c'est maintenant, ça ça, commence à se populariser de plus en plus avec des challenges sur, le PEA, les trucs comme ça, c'est ça. ou alors, des analyses d'actions. D'ailleurs, toi, les formats que toi tu proposes, donc c'est, je crois que tu as analyse d'action, il me semble. Tu as, un challenge, de bourse, et alors je sais plus quels sont les différents formats que tu proposes en plus, Alors j'ai un format, top 5, donc à la fin de chaque mois, je parle de 5 entreprises qui m'intéressent vraiment, voilà, à suivre et j'ai également un format où j'analyse de A à Z une entreprise du CAC 40. Donc c'est vraiment analyse, histoire de l'entreprise, que mmh. fait l'entreprise, dans quel secteur elle évolue, analyse des chiffres, analyse de l'action et cetera. OK, Ça, ouais. c'est vraiment les 2 formats principaux qu'on va retrouver sur ma chaîne et puis à côté de ça, il y a un petit peu de Un finances petit peu. personnelles, d'investissement. OK, et donc là, aujourd'hui, donc toi, tu as parlé beaucoup de la bourse, donc tu t'y es mis il y a 3 ans ou tu avais déjà commencé à investir il y a un petit moment en bourse? Un peu plus de 3 ans. J'avais commencé à investir un petit peu avant le fameux crack de mars, février-mars 2020. OK. Donc c'est au moment où tout a chuté que j'ai vraiment investi. J'ai déposé Mmh. plusieurs milliers d'euros qui, pour moi, à l'époque, représentaient une énorme somme d'argent et dans la foulée, j'ai lancé la chaîne YouTube pour justement montrer ces investissements. OK. Ah bah, c'est à peu près comme moi, enfin moi c'est pareil, genre j'ai ça a pas mal crashé au niveau de, ouais, mars 2020, un truc comme ça. C'est là en fait où j'ai Mmh. commencé pareil, j'ai mis, 5-6 000 €, et après bon, la performance, rapide a fait que: «Ah, c'est trop bien, ça marche», donc c'est là où je me suis vraiment mis. Je pense que si j'avais investi juste avant le covid et que ça avait crashé, probablement que j'aurais mis plus de temps avant d'en parler, en tout cas, C'est c'est ça. c'est sûr, C'est ça, et j'avais que très peu d'actions donc comme tu l'as dit, hein, je me rappelle, ma première action, c'était Disney. mmh, Je l'ai obtenue en dessous de 100 $.
Et dans les mois qui ont suivi, c'est monté à 180. Donc 80% de plus-value, c'était énorme. Et c'est vrai que cette euphorie autour des marchés boursiers d'une année 2020 exceptionnelle, enfin la deuxième partie, ça a aussi joué sur le fait que ça m'a poussé à créer du Ouais, contenu ça met en et confiance et à tout. partager. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, tu as parlé de bourse, ça fait 3 ans à peu près. Et toi, est-ce que tu as fait donc d'autres investissements dans d'autres classes d'actifs, donc soit dans l'IMO, soit dans la crypto aussi? Est-ce que tu as tenté la crypto, période un peu Covid et tout ça? Quelles sont un peu toutes tes classes d'actifs sur lesquelles toi tu as investi ou que tu as testé? Et peut-être que tu en as certaines que tu t'es dit, je vais rester dessus, et d'autres, justement, pas du tout, ça n'a pas du tout marché, ou alors c'est pas du tout ton profil d'investissement, d'investisseur. Alors la crypto, très peu. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu de Matic qui traîne dans un portefeuille, dans un wallet, mais voilà, la crypto, très peu. Et sinon, j'ai investi aussi en 2020 dans l'immobilier. J'ai acheté mon premier bien immobilier. En fait, avant 2020, je n'avais pas encore investi. Et 2020, c'est là où j'ai commencé vraiment tout. J'ai all-in, immobilier, bourse. Et j'ai fait l'acquisition de mon premier appartement presque au même moment où j'ai lancé la chaîne YouTube, où j'ai vraiment réellement commencé à investir de grosses sommes en bourse. Tout est arrivé d'un coup. Ok. Et cet appartement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur où est-ce que tu l'as acheté, du coup, le montant à peu près? Comment c'est arrivé à ce projet-là? Est-ce que tu t'es dit, je vais tester l'immobilier et donc je vais investir? Ou alors on t'a parlé de ce projet et donc ça t'a motivé? Comment c'est venu ce projet IMO d'un coup? En fait, je pense que c'est important de se diversifier. Donc, je voulais d'office me tourner vers l'immobilier. Et à l'époque, j'habitais à Dubaï. J'ai vécu 7 ans à Dubaï. Je pourrais expliquer un petit peu ça en détail un peu plus tard. Mm. Et, euh, et pas loin de chez moi, en fait, il y avait un building en construction qui me faisait de l'œil parce que le design était un petit peu atypique. Et chaque fois que je passais devant, je me dis, tiens, ce building, il a l'air vraiment pas mal. Et un jour, je me suis renseigné sur les prix. Et au moment où on a eu le fameux crack boursier 2020, confinement, etc., le building était presque achevé. Et en fait, les prix se sont complètement effondrés. Mhm. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, sur plan, les gens l'achetaient autour des 400 000 dirhams, ce qui équivaut plus ou moins à 100 000 euros. Et au moment où moi je l'ai acheté, j'ai pu l'obtenir pour 350 000, donc avec une ristourne de près de 17-18%. Ok, ah Donc, oui, quand donc j'ai au vu que ces final, prix, le prix est pas si élevé que ça. Enfin, moi, à Dubaï, je m'attendais plus à un investissement du type 300, 400 000 euros. Donc non, là, tu as investi autour de 70 000, 60, 80 000 euros, on va dire. c'est ça. Et aujourd'hui, les prix sont déjà remontés au-dessus des. Ça vaut dans les 420, 430, donc j'ai déjà une belle plus-value latente. Ok. Mais c'est vrai qu'on a cette image de Dubaï avec la villa sur la palme. Mais Dubaï, c'est énorme. Dubaï, c'est grand et tu as plein de quartiers plus Hmm. abordables, dont là où j'ai acheté, qui est un quartier plus reculé, plus familial. Ouais, en fait, la vision Donc c'est que, c'est moins alors moi, cher. personnellement, j'ai sur Dubaï, c'est plus, c'est un peu un endroit très urbain et j'ai pas l'impression que ce soit 100% full. Donc j'ai un peu peur sur la partie location. Est-ce que tu vas bien pouvoir le louer ou bien pouvoir le vendre? Et donc, toi, aujourd'hui, donc, tu l'exploites en location, cet appartement? Tu fais. C'est ça. J'avais Ok. aussi cette question, est-ce que ça va être facile à louer? Parce que si tu vas à Dubaï aujourd'hui et tu y retournes dans 6 mois, il y a 15 000 C'est tours qui cher. sont apparus. Tu te dis, Ah mais ouais. Ça d'où ça aussi. sort? Donc c'est vrai que la question de la vacance locative peut se poser. Mais depuis le jour où j'ai eu les clés, il a toujours été en location. J'ai jamais eu de vacances locatives. J'ai toujours eu mes loyers à temps. Mhm. Donc aucun souci à se faire. Mais j'avais des amis qui travaillaient enfin, qui travaillent toujours dans l'immobilier à Dubaï et qui m'avaient dit que non, les vacances locatives, si tu choisis bien le quartier, etc., tu en as voilà, très très peu. D'accord. Et donc, par rapport à ce que tu loues et combien tu l'avais acheté, enfin, toi, c'était tes plans et donc, t'as pas eu de mauvaise surprise ou quoi? Ça semble pas, en fait, ça semble pas un investissement trop exotique, le fait d'investir dans l'IMO à Dubaï. Non, pour moi non, surtout que j'étais sur place. Maintenant, pour quelqu'un qui vit en France, qui décide d'investir là-bas sans vraiment y mettre les pieds, c'est peut-être un petit peu différent. Mais comme j'étais sur place à l'époque et que ça Hmm. faisait déjà 4-5 ans que j'y vivais, pour moi, Ok, je voyais ouais, pas ça comme un investissement exotique. ok. Surtout Et qu'est-ce qui que t'a, comme j'étais sur place, vas-y, je t'en prie. ouais. Non, qu'est-ce qui t'a amené du coup à Dubaï pour aller vivre du coup 4 ans à Dubaï? Parce qu'on peut se dire, donc toi, t'es belge de base, donc qu'est-ce C'est qui ça. t'emmène de la Belgique à Dubaï? Est-ce que c'est Je- la je- fameuse évasion fiscale ou est-ce que c'est une autre ça- raison? ça- est-ce que ça s'entend que je suis belge ou bien tu fais des suppositions? Légèrement, légèrement. Alors non, je ne suis pas influenceur télé-réalité. C'est pas la raison pour laquelle je me suis expatrié à Dubaï. En fait, après mes études, j'ai pas mal voyagé. Et, euh, et un jour, j'avais 24-25 ans, je revenais d'Australie, j'ai fait un PVT, hein, le Working Holiday Visa, visa vacances-travail.
Après un an, je suis rentré en Belgique et là, je me suis dit, bon, la Belgique, ça fait déjà quelques années que j'y suis plus et j'ai envie de continuer à voyager. Et là, en fait, j'ai eu une opportunité d'emploi. Enfin, opportunité d'emploi, j'ai vu qu'il y avait un recrutement chez moi à Bruxelles pour l'entreprise, la compagnie aérienne Emirates. Je ne sais pas si tu connais. Mmh. Ouais, mais c'est celle qui fait, bah, je Une pense des- France, Émirats arabes, et cetera, non? C'est ça, c'est une des plus grosses compagnies au monde. Une compagnie assez, on va dire, assez luxe, entre guillemets, si tu compares ça avec des Ryanair et Mmh. EasyJet. Et je connaissais pas du tout Dubaï à l'époque, je connaissais pas du tout Emirates. Pour moi, Emirates, c'était juste le sponsor de grands clubs de foot. Ça s'arrêtait là. Mmh. Et je me suis dit, tu sais quoi, renseigne-toi un peu. Et j'ai vu qu'en fait, ben, Emirates, c'est une compagnie qui est basée à Dubaï. Donc, tout le monde vit à Dubaï. Et puis, bah, tu travailles depuis Dubaï. Donc, tu fais tous tes vols démarrent depuis Dubaï. Et tu as des escales à travers le monde. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, et en plus, ils te mettent bien parce que le salaire est plutôt correct. Tu Mmh. as logement de fonction, transport, enfin, tout qui est compris. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre. Je vais aller à la journée de recrutement. Et j'ai passé la journée à faire des tests. On était, il me semble, 150 en début de journée. À la fin de la journée, on était 10-12 à revenir le lendemain pour l'interview finale. Et sur les 12, on était 4 ou 5 à être engagés. Et là, j'ai Ah reçu oui. un email, un coup de fil de Dubaï. Je me rappellerai toujours, j'étais chez moi et je vois le plus 971, donc c'est le code de Dubaï qui s'affiche sur mon téléphone. Je fais, oh, c'est quoi ce numéro? Et on m'a dit, Juan, fais ta valise, tu as été Tu engagé, voilà, tu viens à Dubaï. Donc je dis, bah super, génial. Une nouvelle aventure qui commence. J'avais 24 ans, célibataire, envie de voyager, donc ça collait vraiment avec mes plans mmh. à ce moment-là. OK, parce que justement, j'allais te demander le fait de partir complètement de chez toi et de, bah, vie de famille et tout ça. Donc comme tu disais, c'était toi dans ta tête, tu étais en mode, «Vas-y, j'ai envie de découvrir le monde». Donc c'était une opportunité, finalement, à laquelle toi tu étais vachement ouvert, quoi. C'est ça, déjà après mes études, en fait, j'ai pas mal voyagé. Je suis parti aux États-Unis pour suivre des cours d'anglais dans une école de langue là-bas. Puis après, j'ai voyagé donc un an en Australie. Mmh. J'ai vécu également 6 mois au Japon. Et Et donc à voilà, chaque après fois, tous ces tes voyages, métiers, c'était, enfin, tu avais pas ce métier en rapport, tu étais pas steward à ce moment-là? C'était, non, non, tu du faisais tout. d'autres métiers? Mon année de PVT en Australie, c'était galère. Je vivais vraiment avec juste assez de quoi pour me payer à manger et pour me payer le billet de train ou le billet d'avion pour aller dans la ville suivante pour continuer à voyager et faire mon tour de l'Australie. Et j'étais vraiment en galère à ce moment-là, mais bon, c'est ça aussi. Bon, j'avais 22, 23 ans, rien à perdre, un sac à OK. dos. Ouais, Et donc tu as pas suivi un parcours professionnel particulier, tu étais pas, du tout, du tout, dans non. le comment dire? Le spatial, enfin l'aérospatial, je sais pas comment on dit, ceux qui travaillent Non, avec non, les pas du avions tout. et cetera. OK. Non. Bah, Je sais qu'en France, ceux qui veulent travailler par exemple chez Air France, ils doivent suivre une année enfin, il y a un processus autour de ça, mais les grandes compagnies comme Emirates, Qatar Airways, etc., il n'y a pas de. Voilà, si ton profil leur correspond, tu vas mmh, là-bas, ils te donnent une formation sur 2-3 mois et tu es engagé. Voilà, c'est comme ça que OK. ça se passe. Il n'y Bah, a pas comme quoi, de tu vois, même licence avec, ou quoi à avoir. c'est ça, sur 120 candidats, bah, tu as une chance sur 4, en ayant 0 formation d'être sélectionné. Donc, C'est ça. et depuis, donc tu as fait ça pendant, combien de temps, du coup, Stewart? Pendant 4 ans, Ouais. pendant Et 4 après, ans tu as eu un moment où tu t'es dit, ça c'est trop tôt, enfin, c'est tout le temps, enfin, je sais pas, tous les 2 jours, faut que tu te lèves tôt et tout ça, et donc le rythme de vie était trop intense et donc tu as décidé d'arrêter, ou qu'est-ce qui t'a, fait, fait arrêter? euh, je me suis levé un matin avec un email de ma manager Ah, m'appelant au bureau pour c'est me donner pas une jolie lettre. Juan, merci pour tes 4 ans, casse-toi. En fait, c'était vraiment pendant le Covid. Donc, Covid, ouais. plus aucun avion, plus aucun avion Mmh. qui vole. Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'étais chez Emirates, on était 22 000 stewards et hôtesses de l'air. C'est énorme. Waouh, Tous 22 basés à Dubaï. Et, et du jour au lendemain, ils ont viré énormément de monde. Ils ont viré 40% du personnel. Mmh. Et voilà, étant donné que mon profil n'était pas un des plus clean dans la compagnie, parce que Mmh. à l'occasion, ça m'est arrivé une ou deux fois d'oublier de me réveiller pour aller sur un vol. Ouais, ça Bah, veut dire. Donc ils ont dû faire voilà, un filtre avec, au moins un truc et paf, c'est parti pour les c'est ça, 40%. c'est une boîte, tu dois peut-être connaître KPMG. Ouais, ça me parle, ouais. C'est une boîte qui s'est occupée de ça. Emirates leur a dit, voilà, on doit virer 40%. Ah d'accord, Mettez c'est vos filtres, faites le boulot. OK. C'est eux qui sont occupés, c'est une boîte
externes D'accord qui et s'occupaient tu t'es retrouvé dans la des période covid, processus. un petit peu sans rien et donc c'est ça qui t'a amené finalement à avoir du temps et donc à creuser la partie bourse, ensuite? C'était vraiment lorsque j'ai commencé, j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était vraiment un mois avant de recevoir cette fameuse lettre comme quoi j'étais, licencié et donc le jour où j'ai reçu cette lettre, je me suis dit: «Bon, j'aime bien Nouveau essai. YouTube, ça fait un mois que je suis dessus, ça me plaît de faire des vidéos, j'ai des économies». À savoir aussi qu'à l'époque, je prévoyais de vivre dans l'appartement que j'ai acheté. En fait, 2020, c'était une année un peu spéciale parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans emploi, avec un bien immobilier sur les mains et un crédit sur 15 ans, Mmh. des investissements en bourse. Voilà, c'était vraiment une année importante pour moi. Et OK. Et du et coup, pourquoi avoir choisi, enfin, dans la partie, bah, soit investissement, mais aussi, enfin, ouais, c'est plus pour le côté investissement, pas le côté business, parce que forcément, c'est générateur de revenus, mais pourquoi avoir, focalisé tes investissements plutôt en bourse, plutôt que justement en IMO? Puisque tu avais déjà de l'expérience. Peut-être que tu aurais pu te dire: «Bah, tiens, Dubaï, ça a bien marché, je vais vouloir réinvestir, réacheter et cetera et faire une boucle, tout ça». Donc, utiliser l'effet de levier, de la dette. Pourquoi avoir focus plutôt sur la bourse? Heu, voilà, est-ce que c'est que l'IMO t'a dégoûté dans une certaine partie ou la bourse était tout nouveau donc tu t'es dit: «Vas-y, j'ai envie de passer plus de temps dessus»? Voilà un peu pourquoi ça? en fait, l'immobilier, je trouve que c'est intéressant uniquement si tu peux utiliser l'effet de levier. Parce que personne ne va acheter un bien en cash pour le louer. Il y a plus de rentabilité ailleurs. Donc, quand j'ai fait mon premier achat, j'étais toujours employé chez Emirates, donc j'ai pu faire, profiter de l'effet de levier. J'ai emprunté sur 15 ans dans une banque, aux Émirats. Sauf que quand je me suis retrouvé sans emploi, ben, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans possibilité de d'à nouveau faire, utiliser cet effet de levier. Donc à ce moment-là, ça a été plus compliqué et comme j'avais déjà un bien, je préfère attendre un petit peu de voir comment ça se passait, la location et cetera, les rendements, vu que c'était vraiment mon premier investissement en immobilier. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers la bourse, parce que la bourse, bah, c'est beaucoup plus simple. Tu investis en DCA sur du long terme et tu as pas, tous les tracas liés, que tu peux avoir et qui sont liés à un investissement immobilier. Donc plus d'accès au crédit, facilité d'investissement en bourse, tu mets une petite somme tous les mois en DCA. C'est pour Mmh. ça que je me suis vraiment dirigé à ce moment-là vers la bourse. D'accord. Ouais, t tu t'es pas dit, peut-être que comme, certains Français pourraient faire, «Je vais prendre un petit CDI, je vais, faire bonne patte enfin patte blanche à la banque et donc pouvoir réemprunter et continuer à ce niveau-là». Toi, la partie, on va Heu, dire, problème physique, ça t'a un peu mmh, plus, saoulé? Enfin, tu t'es dit, «Ça va faire plus de problèmes», alors que la bourse, c'est plus digital, c'est plus, je peux partir là où je veux et tout ça? c'est ça. OK. Et puis, c'est aussi beaucoup plus liquide la bourse que l'immobilier, si tu dois Oui, revendre ton bien, tu vas mettre des mois à le revendre. Et puis le CDI, rentrer en Belgique, trouver un CDI, retourner dans le salariat, pour moi, c'était hors de question. mmh. Quand j'ai reçu ma lettre de licenciement, C'était c'était presque une grosse invitation, claque enfin, et ouais. j'ai eu la lettre en main, je me rappelle, j'ai dit à un petit ami, «Plus jamais je travaille pour un patron, c'est terminé». OK. Parce que tu donnes 4 ans pour une entreprise et du jour au lendemain, alors c'est vrai qu'il y avait le covid, voilà, les circonstances étaient là, mais comme quoi, n'importe quelle entreprise peut te jeter du jour au lendemain. Ouais, Alors bon, tu vas me dire en France, en Belgique, c'est un petit peu différent. Tu as une certaine protection. À Dubaï, 0 protection, hein. Si demain ils veulent te jeter, ils te jettent. c'est un mail, ouais, Mais direct. bref, ça m'a vraiment mis en tête que le salariat, c'est terminé pour moi, donc je me suis mis, Mmh. Donc tu t'es mis à focus, sur la bourse et donc tu en as parlé un petit c'est peu, ça. mais donc quelle a été, ta stratégie? Et donc est-ce que cette stratégie a évolué? Donc tu as parlé de DCA, d'investir de manière régulière, tous les mois. Toi, en gros, concrètement, c'était comment ta stratégie? Est-ce que c'était, j'achète, je sais pas, une action par mois en faisant une analyse, peut-être fondamentale dessus? Ou est-ce que, c'était un peu au petit bonheur la chance, bah, comme tu disais, tu as peut-être acheté, je sais pas, du Disney au début, puis peut-être du Starbucks, du McDo, des trucs comme ça, donc sans te regarder. Et comment ça a évolué au fur et à mesure du temps? C'est un peu cette stratégie d'investissement, en bourse? Alors au tout début, c'était vraiment, je me suis formé à l'analyse fondamentale et pour moi, la priorité, c'était vraiment d'investir sur du long terme en DCA, sur des valeurs solides. Donc j'avais un portefeuille Disney qui avait bien chuté à l'époque. J'avais aussi du Coca-Cola, du Johnson& Johnson, vraiment des valeurs solides, des blue chips, des dividend king pour la plupart. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé, j'étais peut-être pas, le mieux renseigné concernant les courtiers et j'ai commencé à investir avec le courtier, enfin courtier, on peut pas vraiment appeler ça un courtier, avec Revolut, qui propose un service d'investissement en bourse.
Sauf que ce qu'il s'est passé, c'est qu'après un an, heureusement, j'étais en belle plus-value. Après un an, ils ont, du jour au lendemain, arrêté de fournir les services de courtage aux Belges. Donc D'accord. Ah, là, ça, j'ai j'ai pas reçu un eu. email. Ok. Ouais, j'ai reçu un email en me disant, voilà, Juan, tu as deux choix. Tu revends, tu clôtures toutes tes positions aujourd'hui, ou bien tu attends qu'on récupère la licence pour à nouveau pouvoir permettre aux Belges d'investir en bourse. J'ai bien fait de pas attendre parce qu'ils ont remis ça seulement il y a quelques mois. Donc j'ai bien fait de pas attendre, j'ai liquidé toutes mes positions et heureusement j'avais une très belle plus-value. Et voilà, donc j'avais commencé à construire un beau portefeuille avec un PRU sur la plupart des valeurs super bas. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé en cash, de nouveau à devoir reconstruire un portefeuille. Donc après ça j'ai remis la même stratégie en place, cette fois-ci sur Trading 212, où aussi là, depuis quelques mois, je commence à sortir tout doucement pour au final tout mettre sur Interactive Broker, qui pour moi, passer un certain capital, est probablement le meilleur courtier aujourd'hui pour investir en bourse. Ok. Et donc, tu disais donc ces actions, enfin ta stratégie au final, elle n'a pas bougé dans 3 ans. Ça a toujours été le même système, un peu le même roulement, ou au final, comment dire, tu t'es formé chez des formateurs et tout ça, et donc tu as peaufiné ta méthodologie. Est-ce que, ouais, en gros, est-ce que ta stratégie finalement elle a évolué, ou finalement, dès le début, c'était resté assez, comment dire, cadré, et tu as gardé ce cadre pendant 2-3 ans? Alors, elle n'a pas vraiment évolué. C'est juste qu'au fur et à mesure que mon capital augmentait, je me suis toujours positionné sur des valeurs solides, long terme, etc. Tout en ajoutant un petit peu quelques actions un petit peu plus volatiles. Parce que aujourd'hui, je pense que je suis jeune, je peux me permettre d'investir et j'estime que j'ai une bonne tolérance au risque. Donc, j'ai ajouté un petit peu d'actions volatiles dedans, notamment ceux qui ont déjà vu ma chaîne YouTube, des valeurs chinoises dedans. Et depuis maintenant un peu plus de 2 ans, en plus de cette stratégie, de cet investissement long terme, j'applique à ce portefeuille une stratégie d'option qui me permet de me positionner moins cher que le marché en vendant avec une stratégie qu'on appelle une stratégie de put, call. Ça me permet d'utiliser les actions que j'ai en portefeuille comme collatéral pour toucher des primes en vendant des calls. Et ça me permet de me positionner sur des valeurs avec des prix d'exercice, des prix en dessous du prix du marché. Et le pire qui puisse arriver, c'est devoir acheter ces actions à ce prix-là. Mais je rentre un petit quand peu même voulu acheter. dans les détails de toute façon que je souhaite acheter pour conserver sur du long terme, c'est ça. Ok. Et donc, toi, tu n'as jamais eu, comment dire, des ETF dans ta stratégie à un moment. Donc, Non, c'est pas quelque chose qui t'a attiré. non. ETF, non. Alors Toi, même donc, si ce serait plus. historiquement, tu peux regarder, même si historiquement, tu regardes les ETF, voilà, un SP500, 8 à 9% par an sur du très long terme, je me suis toujours dit que si j'investis en bourse, c'est aussi pour prendre du plaisir. Les ETF, c'est un petit peu ennuyant, on va dire. Et j'estime que si tu passes un minimum de temps à rechercher des bonnes valeurs avec des bons fondamentaux, il est possible, je pense, pour un investisseur particulier, en plus d'une stratégie d'option, de construire un portefeuille qui peut surperformer un simple ETF. Ok. Et donc là, tu parles sans faire les options, justement. Donc, juste en sélectionnant les bonnes actions, tu peux surperformer un indice, donc type Ah, SP500 ou autre. avec les options. Avec les Avec les options. options. Ok. Parce qu'aujourd'hui, les Aujourd'hui, options, si tu... ça t'ajoute quelle performance à peu près pour que les gens aient après une idée de ce que ça peut ressembler, de ce que ça peut donner, quoi. En fait, aujourd'hui, déjà, il faut savoir que si tu fais juste du stock picking, les chances sont contre toi et tu vas probablement, sur le long terme, sous-performer le SP500. Maintenant, si tu ajoutes une stratégie d'option, tu peux aller chercher des primes en plus, ça va booster la performance de ton portefeuille et tu peux aller chercher des performances entre 12, vraiment en prenant très peu de risques, avec un risque vraiment limité. Encore une fois, sur des valeurs solides, tu peux aller chercher une performance entre 12 et 15% par an. Donc ça, en plus ou au total sur l'année Au total. oui, ok, en Au total. total. Donc, Donc, ouais, voilà. en gros, tu pourrais, ouais, c'est ça, Fondamentaux. en moyenne, surperformer un indice si tu prends très peu de risques, mais que tu restes quand même assez conservateur, je pense, sur tes moves et pas faire des trucs très risqués non plus, quoi. C'est ça, toujours sur des valeurs solides. Je jamais tradé les options sur des valeurs volatiles, des penny stocks, des AMC, des GameStop. Non, hors de question. Toujours sur des valeurs solides. Tout à fait. Et des valeurs sous-évaluées aussi.
OK. Et comment tu t'es formé justement sur sur ces options? Parce que moi, je trouve que, moi qui ai essayé de me former pendant, en fait, quelques semaines, mais en vrai, c'est un peu un mensonge parce que j'ai pas pris le temps de vraiment bien regarder. Parce qu'en fait, je pense que tu as pas mal de ressources aussi en anglais qui expliquent ça. Il faut passer du temps et c'est pas forcément simple, à comprendre. Comment tu t'es formé sur les options et qu'est-ce qui t'a amené là-dessus? Est-ce que c'est genre tu as vu un investisseur, tu t'es dit: «Putain, en fait, il a une bonne strat ou alors une bonne performance, vas-y, je vais essayer de m'enseigner», ou c'est un ami ou quoi? Et combien de temps est-ce que tu as mis toi à te former sur ce sujet pour te dire: «Je me sens à l'aise, dessus»? C'est c'est ça, c'est en regardant, encore une fois, c'est un petit flashback d'il y a 3 ans, contenu américain, contenu, anglais parce qu'il y a presque personne qui parle des options sur le marché francophone, sur le YouTube francophone en tout cas et voilà, je regardais pas mal de créateurs de contenu américains et c'est comme ça que j'ai découvert les options, donc je m'y suis vraiment intéressé de plus en plus. J'ai suivi, plusieurs formations, d'investisseurs américains. Alors je pourrais pas te dire les noms comme ça, il y avait un investisseur américain, un autre, c'est un investisseur indien. J'ai dû m'accrocher, avec l'accent, mais, j'ai vraiment bien appris les bases des options grâce à ça Mmh mh. et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment voulu mettre, d'abord en place ce que j'avais appris sur un portefeuille fictif. Parce que voilà, ça reste quand même un produit dérivé. Tu utilises d'une certaine façon l'effet de levier puisque faut savoir qu'un contrat d'option se contrôle sans action. Donc je me suis dit, hors de question de tester aujourd'hui en réel. Donc pendant 3 mois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pratiqué sur un compte, le compte démo d'Interactive Broker et je me suis entraîné à passer des ordres de vente de call, de vente de put, ajuster les positions quand elles arrivent à expiration et cetera. J'ai fait ça pendant un peu plus de 2 mois et demi, presque 3 mois Mmh. et depuis maintenant, environ 2 ans, à l'été 2021, j'ai vraiment commencé à investir dans les options et appliquer une stratégie d'options à mon portefeuille long terme. OK. Donc tu as testé pendant, ouais, 2-3 mois. En gros, tu dirais que c'est, ouais, 2-3 mois pour, le temps de se former et de faire ses premières armes et tout? Je pense que si tu te formes bien et qu'ensuite tu passes sur démo en tradant, on va dire, allez, 1 mois, ça doit être suffisant. Maintenant, ça dépend de chacun. Moi, au début, voilà, j'avais pas envie de faire de bêtises, donc je me suis dit: «Non, Mmh. on va s'assurer qu'on a bien compris les bases, qu'on comprend le fonctionnement, qu'on Ouais. comprend les assignations, les risques, les» et donc j'ai fait ça pendant 3 mois, là. OK, très clair. Et donc on n'a pas encore parlé de ce sujet-là, mais je trouve que c'est pas aussi un sujet qui est très abordé. C'est un peu les stratégies de sortie. Donc comment est-ce que toi tu vas faire pour Mmh. un moment, parce que là, je connais pas exactement ta stratégie, mais en gros tous les mois tu mets de l'argent? Ou est-ce que tu as ton portefeuille actuel et donc tu fais travailler ton portefeuille actuel sans rajouter? Là je sais plus exactement, toi tu fais quoi? Tu rajoutes ou tu travailles qu'avec ton portefeuille Je actuel? rajoute, donc pas forcément tous les mois, Mmh. heu, mais j'ajoute, on va dire, régulièrement du capital. J'ai envie de construire ce capital pour, trader plus d'options, me positionner sur plus de valeurs OK. et toutes les primes que je perçois via le trading d'options, je ne retire rien du tout. Je conserve ça sur mon courtier et ça me permet Mmh. de faire grossir le capital, un peu comme les D'accord. intérêts composés, l'effet boule de neige, Et donc en termes de stratégie de c'est sortie, toi, l'idéal, c'est d'arriver à un certain, montant, de portfolio et à partir de ce moment-là, arrêter de faire des versements. Et est-ce que c'est à ce moment-là où toi, tu vas commencer à faire des retraits? Et du coup, est-ce que tu as pensé un peu à quelle, stratégie tu vas adopter pour justement te dire: «Bah, je vais commencer à vivre de la bourse» ou «Je vais commencer à faire des retraits»? Ou est-ce que le but, c'est finalement pendant des années que de faire grossir, 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 grossir et de voir, bah, peut-être, à 50 ans, 60 ans, là, à ce moment, retirer? Je sais pas si tu as déjà pensé un peu à cette stratégie? C'est ce genre de questions qu'on ne alors pose pas souvent, mais je pense que c'est intéressant. ouais, c'est vrai, parce qu'au final, pourquoi on investit en bourse? Pour, Mmh. se créer, sur le long terme, un complément de revenu. Dans un premier temps, je me suis dit je me suis fixé un objectif, en fait. J'ai même lancé un petit challenge sur ma chaîne YouTube en me disant: «Voilà, le but, c'est de construire un capital, un portefeuille d'environ 200 000 $.» Parce que j'estime que quand je regarde derrière moi les performances que j'ai eues en options sur les 2 dernières années, j'ai un rendement, on va dire, moyen d'environ 1,5-1,6 par mois. Donc je me suis dit: «Si maintenant j'arrive à un capital de 200 000 $, ça me permettrait de générer environ 3 000 $, un peu plus de 3 000 $ de primes tous les mois». Donc avec ça, bah, il y a de quoi, bien vivre. Sauf que je me suis dit également que je suis jeune, j'ai pas forcément besoin de cet argent, aujourd'hui, j'ai d'autres sources de revenus et si justement je conserve, ces primes à l'intérieur de mon portefeuille pour les faire grossir et grossir et grossir, bah, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, le capital il va voilà, ça va les Mmh. 200 000 ça va être dépassé, largement. Donc voilà,
objectif de 200 000 $ de capital, portefeuille, enfin cash plus action en portefeuille. Mais dans quelques années, évidemment, l'objectif, ce sera de retirer ces primes pour me verser une rente un petit peu comme le font des investisseurs qui investissent dans des actions à dividendes. Ok, donc tu n'as pas de stratégie ouais, de dire à partir de X montant, je commence à retirer. En fait, pour le moment, tu vas essayer de profiter de l'effet de. Enfin, en gros, ouais, l'effet boule de neige qui va se faire naturellement. Et je sais que C'est c'est ça. hyper dur, on en discutait aussi avec Roman Payet de la chaîne Roman Payet. Et du coup, il me disait que c'était compliqué en fait, de se dire, je vais commencer à me payer. En fait, ce switch de j'arrête d'investir et je commence à faire des retraits, c'est hyper dur parce qu'en fait, tu vois ta performance où justement, tu as l'effet boule de neige qui grossit. Bah, je vais arrêter. Et donc, cette boule de neige qui commence à prendre de la vitesse sur la pente, bah, hop, je vais donner un gros coup de pioche et en fait, elle va se couper en deux et être deux fois plus petite au fur C'est et ça, à mesure. une fois que tu as bien compris comment fonctionnent les intérêts composés, c'est difficile d'arrêter parce que tu te dis, mince, si j'arrête, en fait, cet C'est argent que je retire aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ça devenu vaudra très peut-être cher en fait. 15 fois plus. Donc, c'est vrai que c'est difficile de se dire. Bah, je pense que ça dépend vraiment de chacun, des objectifs de chacun, des Mm. revenus, etc. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. J'ai pas envie d'être dans 2 ans sur une plage avec 3 000 $ par mois à rien faire. C'est Mm. impossible, c'est inconcevable. Mais voilà, Ouais, c'est ça, je pense que c'est dans peut-être plus à corréler dix, avec des 15 ans, objectifs de vie. Ouais, c'est ça. C'est peut-être plus c'est ça. le jour où tu voudras plus trop travailler, bah, c'est à ce moment-là où tu vas profiter de ton capital. Mais si tu restes actif, il n'y a pas trop de raisons pour lesquelles commencer à retirer, je pense. C'est ça. Je pense que commencer à retirer, c'est bien quand tu atteins l'âge de la pension ou quand tu as déjà fait tout ce que tu voulais faire et que tu te dis, OK, maintenant, c'est le moment de profiter de Mm. ces années de dur labeur et d'investissement. C'est ça. Et Ah. donc, tu en as parlé un peu rapidement. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi les courtiers que tu utilises? Et donc, voilà, pourquoi ceux-là et pourquoi pas d'autres, du coup, et lesquels toi tu conseillerais ou pas pour quelqu'un qui voudrait investir? Aujourd'hui, ben, comme je t'ai dit, je suis un petit peu sur Trading 212. C'est sur ça que j'avais switché après que Revolut ait coupé l'accès à l'investissement en belge. Mhm. Mais je retire un petit peu, de temps en temps, je retire et je remets sur Interactive Broker. J'essaye de sortir tout doucement de Trading 212 parce que tu ne peux pas faire de transfert de CTO. Tu ne peux pas Mhm. transférer tes positions. Tu n'es pas en fait propriétaire de tes actions chez Trading 212. Et au final, je pense qu'Interactive Broker, c'est le mieux. Regarde, par exemple, moi, j'avais ouvert mon compte il y a déjà quelques années chez Interactive Broker avec mon adresse, etc. en Belgique. Et quand j'avais déménagé à Dubaï, j'avais transféré, en fait, j'ai transféré ça sur mon adresse à Dubaï et c'est super facile de transférer un compte d'un pays à un autre. Alors que si maintenant tu déménages, par exemple, dans un pays où ton courtier ne fournit pas de service, bah, c'est beaucoup plus difficile bah, tu vas devoir Ouais, tu vas avoir liquider une courte tes, service, tes ouais. positions. Et typiquement, par exemple, Revolut, si tu avais changé de la Belgique à Dubaï, tu aurais pu récupérer tes titres. Ah, peut-être qu'eux, ils fournissent pas le service de Revolut Trading à Dubaï, peut-être. C'est ça, en fait. Ils fournissent pas Ah ouais. les services. Mais comme j'étais déjà à Dubaï, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais toujours mon adresse en Belgique à l'époque. Hmm. Donc, j'avais ouvert en mettant mon adresse avec les documents, carte d'identité belge. Ok. Mais C'est si vrai que c'est maintenant, voilà, l'avantage si avec, maintenant. ouais. C'est l'avantage Hmm, avec eBay parce que eBay, c'est je crois ça. qu'ils ont le plus grand nombre de pays. Enfin, ils couvrent le plus Mhm. grand nombre de pays. Donc, en fait, pour les voyageurs, je pense que c'est le courtier le plus intéressant parce que quand tu voyages, tu as quasiment tous les pays qui sont compatibles avec eBay, quoi. C'est vrai que c'est C'est pratique. la raison, ouais. C'est comme je suis parti de Dubaï depuis début d'année et que maintenant je suis en Thaïlande, à Bangkok, Hmm. bah, pour moi c'est nickel parce qu'en quelques clics, je peux transférer le compte Interactive Broker Dubaï, UAE à, Ok. à la, Et en à la fait, Thaïlande. pour ça, concrètement, en gros, c'est juste tu vas dans les paramètres de ton compte et tu changes ta résidence fiscale et eux s'occupent de faire le transfert, c'est ça? Ou tu dois faire une démarche particulière? Tu contactes, ce que j'avais fait, c'est que j'avais contacté le service client. Ils m'avaient guidé étape par étape. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils m'avaient ouvert un nouveau compte et Hmm. transféré toutes les positions. Ça a pris peut-être, je pense, une semaine, 10 jours. C'était très facile, gratuit. Et pendant les 10 jours où ils transfèrent ton CTO, enfin tes positions, tu peux continuer à les trader. Donc tu peux continuer à vendre, acheter. Donc ça, c'était vraiment top. Ok. Et puis un jour, je me suis réveillé et voilà, le premier compte était clôturé, le deuxième compte était ouvert. Donc c'est aussi Ok. pour ça qu'Interactive Broker, pour moi, c'est aujourd'hui le numéro un pour l'investissement. Non seulement parce que c'est un courtier qui est, comme tu l'as dit, qui est disponible partout, mais qui en plus fournit l'accès à
plein de marchés, à plein de produits dérivés, dont Mmh. les options, etc. Ouais, en plus, les options, ils sont dispo sur l'interface web, web portal. On n'est pas obligé de passer par leur plateforme TWS pour traiter des options. Parce que l'interface TWS, j'avais essayé de le Ça. retélécharger récemment. Et en fait, c'est juste une abomination de graphique. Ils l'ont pas fait évoluer depuis Je 2008. l'utilise. Impossible de l'utiliser. Je pense qu'on est trop jeune pour ça. C'est Bah, ça, t'es ouais, encore plus jeune que c'est moi. pas trop dur. Ah non, Mais, c'est trop vieillot. Ça me plaît pas du tout. Et même mais je sur pense qu'au mobile fur et à aussi, mesure, tu peux trader les options. ouais, mais je pense qu'au fur et à mesure, ils vont enrichir l'interface web pour justement que ce soit plus Ouais, bien sûr. accessible et tout ça. Et que ce soit facile à mettre à jour pour eux, je pense, parce que la partie logicielle à mettre à jour, je pense que ça doit être assez lourd. Et là, en interface web, ils peuvent faire des mises à jour, ils peuvent le faire évoluer. D'ailleurs, on le Mhm. voit, hein, l'interface web, elle évolue assez rapidement. Ils font pas mal de changements et tout. Donc, c'est cool. On voit que ça évolue, donc c'est cool aussi. Et enfin, je t'aimerais par une dernière question. Toi, aujourd'hui, si tu as des gens qui te posent la question, voilà, quels sont les conseils que toi tu donnerais pour un débutant qui souhaiterait investir, par exemple, 100 euros tous les mois? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Est-ce que tu lui dirais, par exemple, bah, en fait, 100 euros tous les mois, c'est pas assez pour la bourse, en fait, reviens quand tu auras plus. Ou alors, tu lui conseilles peut-être de faire des ETF, ou peut-être faire du stock picking, ou faire d'autres choses. Et est-ce que tu donnerais ces mêmes conseils pour quelqu'un qui serait peut-être un peu plus avancé et qui aurait 1000 euros par mois d'investissement? Donc, est-ce que, en fonction du budget, ta recommandation changerait sur le format, la fréquence d'investissement, etc. En fonction du capital, bien sûr, ça changerait, mais je pense que le capital ne fait pas tout. Mais si maintenant quelqu'un se lance aujourd'hui en bourse et a 100 euros à investir, honnêtement, ça va être difficile de se diversifier, sauf si on utilise évidemment une stratégie DCA avec un courtier qui permet d'investir dans des fractions d'actions. Bah, à ce moment-là, c'est un petit peu plus facile. Mais moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est si tu as 100 euros à investir, ne te prends pas la tête, va sur les ETF, SP500, World, mais ne commence pas à faire du stock picking, à essayer de timer le marché. Non, forme-toi aux ETF et investis long terme sur les ETF. Si maintenant tu as plus que 100 euros à investir, tu m'as dit par exemple quelqu'un qui aurait 1000 euros à investir, à ce moment-là, bah, ça te permet déjà de faire plus de choses. Une bonne vieille stratégie d'ETF. Alors c'est marrant parce que je ne le fais pas, mais je le recommande. C'est un peu Mhm. contradictoire. Après, c'est peut-être pour Bon, des gens qui sont plus actifs ou moins actifs, justement. Donc, c'est en gros, ça. quelqu'un Une qui sera personne un qui peu plus veut actif dans vraiment son pas se prendre la activité. tête. Hmm. Ouais, tout à fait. Une personne qui se dit, moi, aujourd'hui, je veux que l'investissement boursier me prenne le moins de temps possible. Je veux vraiment investir sans me prendre la tête, sans réfléchir tous les mois sur les 10, 15, 20 prochaines années. Rien de mieux que les ETF pour ça. Maintenant, une personne qui veut passer vraiment du temps à se former sur l'analyse fondamentale, qui veut se construire un portefeuille, mix ETF, mix actions, faire un petit peu de stock picking, etc., et qui peut se permettre d'investir un peu plus, à ce moment-là, oui, on peut coupler une stratégie d'ETF avec du stock picking. Et si maintenant on a vraiment un gros capital, je vais dire au-dessus de 5 000 $, 10 000 $, une stratégie d'option peut être vraiment bénéfique aussi. Mhm. Donc là, quand tu parles de 5000 ou 10 000 dollars, c'est en valeur de portefeuille, c'est ça? C'est ça, valeur de portefeuille ou du cash disponible. Si maintenant tu peux te permettre de mettre 1000, 1500 euros, 2000 euros par mois. Bon, Ouais. je sais que je touche à une petite partie de la population, Hmm. mais quand tu peux te permettre de tels investissements, c'est intéressant voilà, D'accord. de partir aussi sur Bon. d'autres stratégies. Ok, donc en gros, moins de 5 ou 10 000, les options, c'est trop de risques et vaut mieux partir sur des ETF sans se prendre trop la tête. Alors non, c'est pas trop de risque, c'est juste que ça requiert un certain capital, puisque un contrat te permet de contrôler 100 actions. Donc imagine que tu veuilles trader les options, vendre une option de vente, par exemple sur Pfizer, qui Mhm. vaut aujourd'hui dans les 37-38 $. Automatiquement, tu as besoin de 37 fois 100, 3700 $ de capital pour trader les options dessus. Donc tu vois, tu vas vite tu grimpes vite dans les milliers de dollars. Ouais, c'est ça. Mais du coup, admettons, tu poses deux ou trois options pour avoir peut-être plus de primes. Du coup, tu es, un peu plus ou moins à découvert, on va dire. Et donc, c'est là où tu prends un peu de risque, non? Je veux dire, Non, parce que si les trois déclenchent la vente, et donc tu dois acheter à la fois, à la fois 100 actions Pfizer, 100 actions X et 100 actions Y. euh, c'est ça, mais ce que je recommande pour les gens qui commencent les options, qui commencent à s'intéresser, qui veulent tester les options, c'est de toujours être sur compte cash, ne pas trader sur compte marge, hmm, toujours compte cash. Comme ça, tu ne peux pas vendre d'options si tu n'as pas le cash derrière pour devoir acheter 100 actions si D'accord. jamais Pfizer chute en dessous du prix que tu as décidé, le prix d'exercice.
OK, Alors que donc en fait, marge, la personne ne pourra pas avoir 2 contrats d'options en même temps. En fait, il aura, enfin, le montant qui va pouvoir, comment dire? Être couvert, mais ensuite il pourra pas, acheter un autre contrat qui le mettrait en danger, en fait. c'est ça. Si toi, tu as que 2 000 $ sur ton compte Interactive Broker, que tu veux vendre un put sur Pfizer avec un prix d'exercice un petit peu en dessous du prix actuel, donc imaginons 35 $, ton courtier va tout simplement te dire non, tu auras un message Mmh. d'erreur, tu ne peux pas, tu n'as pas assez de cash en collatéral si jamais Pfizer chute et que tu es dans l'obligation d'acheter les 100 actions. OK. Donc, ouais. OK, donc toi ouais, OK. Donc oui, pourrait le faire, mais ça reste, enfin, tu pourras pas faire grand chose avec, quoi. Donc en fait, Ça, pour ça, que ça pour requiert un bénéficier, certain capital. ouais, OK. Donc le capital, ouais, c'est entre 5 et 10 000, en fonction des, ouais, des actions que tu veux avoir, enfin, pour lesquelles tu veux avoir des options dessus. C'est ça. Si demain tu veux trader les options sur Microsoft, c'est environ 300 $ l'action. Donc, tu fais Ouais, le c'est calcul, 300 fois 100, et ça requiert 30 000 $ de capital pour vendre une option de put dessus. OK, Donc, OK. ça grimpe vite. Et ça, c'est super intéressant et on aura l'occasion, je pense, de faire une vidéo, dédiée, je pense, plus sur les options, le fonctionnement et que tu nous expliques justement comment ça fonctionne, peut-être avec un cas concret ou des exemples. Donc d'ailleurs, si ça vous Avec plaisir. intéresse, bah, n'hésitez pas à poser déjà d'ores et déjà des questions, à Juan en description de cette vidéo pour l'aider à préparer un peu sa vidéo, mais je pense que c'est un format du coup assez pédagogique, un peu comme ce qu'il a pu faire sur sa chaîne, mais un peu en format, masterclass, donc une grosse vidéo sur le sujet. En tout cas, merci d'être venu sur la chaîne et d'avoir, partagé ton parcours. C'était très Avec chouette. plaisir. Un grand merci à toi pour Et l'invitation. puis voilà, on a eu l'exclusivité, donc c'est super. Si vous avez des questions, sur son parcours ou même sur les options, voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci Juan et à bientôt.